What's up, Trusties? Trusters de ce monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Trust le Process. Et si tu connais pas déjà le podcast, welcome! Ici, en fait, on se dit les choses et on est qui on est, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'aller à notre rythme, de prendre des chemins, s'arrêter, recommencer, échouer, parce que la vie c'est un process. Et parce qu'on vit tous les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes remises en question, les mêmes what the fuck du quotidien. Viens, on en parle sincèrement. Et aujourd'hui, le sujet de la semaine, c'est un sujet un peu touchy, j'avoue, mais il faut qu'on en parle, guys. La masculinité est en crise. Bah ouais, guys, c'est quand même fou. Quand je tape masculinité sur la barre de recherche Google, la première option qu'on me propose, c'est masculinité toxique. Ça choque personne. Faites le test. Dites-moi sur Instagram quelles sont vos propositions Google quand vous le faites. Mais moi, c'est men are trash. Poubelle. Toxic, toxic, toxic. Et ouais, on dit... mais oui, mais loulou, les hommes dominent le monde... c'est eux qui gouvernent, il n'y a pas un seul président femme en France, les DG c'est tous des mecs. Ok, ouais, certes. Il y a même une analyse qui a été réalisée en 2020 de S&P 500 qui a révélé qu'il y avait plus de PDG dans le monde qui s'appelaient Michael ou James que de PDG femmes tout court. Donc certes, les femmes sont toujours confrontées aujourd'hui à des discriminations qui sont historiques, et qui sont dus à des siècles de domination masculine, et ça n'a pas encore été rectifié, certes. Mais le truc, c'est que ces hommes, c'est une poignée, c'est une toute petite poignée d'hommes. Des millions d'hommes aujourd'hui n'ont pas accès à ce type de pouvoir et de succès. Et ils se sentent seuls, déprimés, anxieux, sans repère. J'ai vraiment l'impression, dites-moi si je suis la seule, mais que tu vois, moi, je suis une millennials, donc j'ai 32 piges. Et j'ai l'impression que si t'as entre 30 et 40 ans, t'es lost. J'ai l'impression que c'est la génération un peu sacrifiée. Parce que on a grandi avec l'ancien monde, en fait. Les valeurs que nos parents, grands-parents nous ont inculquées, qui étaient un peu tradies quand même. Et en même temps, on a grandi avec la Gen Z... qui tente aujourd'hui de déconstruire tous ces codes, toutes ces normes. Et du coup, nous, on est entre les deux et on sait pas trop se positionner. On veut pas être has-been ou genre des gros cons à dire ouais, bah, de mon temps quand même, on rencontrait les gens en boîte, pas sur les réseaux, c'était mieux et tout. On veut pas être ces gens-là. Moi, je veux pas être cette meuf qui dit bah, c'était mieux avant. Mais en même temps, c'est un peu mieux avant. Je sais pas, je suis perdue. Donc, on est ensemble. Et en vrai, je ressens une frustration globale qui grandit autour de moi, de la part d'hommes que je côtoie, mais aussi de femmes, en fait. J'ai l'impression qu'on est tous en crise, nobody wins, et c'est la merde. Donc, là, je vais parler des hommes. Mais en vrai... je pourrais parler de n'importe quel de mes amis célibataires, ou même en couple, parce qu'ils me disent tous la même chose. Loulou, on en a marre de vous. On en a marre des meufs. Vous nous voyez tous comme des mecs toxiques. On en a marre de vos 8500, 220 red flags. En mode, si je touche ma fourchette avec les dents, red flag. Si j'ai un portefeuille en scratch, red flag. Ok, guys. Bon. Disclaimer... je veux bien faire un pas vers vous, les gars, mais les red flags, c'est réel. Je suis désolée. Sorry, not sorry. Non, c'est pas poste. Il y a des choses, c'est pas poste. Et c'est là aussi où moi, je me sens aussi old school. Je suis désolée, mais à un moment donné, si tu payes pas aussi ton verre au premier date, bah red flag. Mais bon, je me perds. Donc là, les mecs, ils nous disent tout le temps, ouais, not all men, pas tous les hommes, on n'est pas tous comme ça, tout ça, tout ça. Et en fait, ils ont raison. Mais on a raison aussi en tant que femme parce que, it's not all men,
but it's always men. Et franchement, moi, la première des fois, I'm like, men. Vous vous fatiguez. La culture du viol, vous vous fatiguez. Le harcèlement, c'est réel. Les plafonds de verre pour les femmes, tout ça, c'est réel. Et ça fatigue. Et les violences, cette supériorité de l'homme sur la femme, c'est vraiment réel. Mais le problème, c'est quoi? Ce qui est grave, à mon sens, c'est que de plus en plus de mecs bien tournent le dos au féminisme, alors même que ces gars, quelques années auparavant, étaient grave derrière la cause. Ils la soutenaient, ils y croyaient. Et maintenant, ils sont en rejet total de ce qu'ils appellent le féminisme 2.0. So, I wanna understand. Alright? On va pas nier, mettre les poussières sous le tapis, tout ça. On va pas nier un constat qui est réel et que je fais autour de moi. Et le constat que je fais aussi, c'est que les meufs, on est de plus en plus en mode pas besoin de mec, en fait. J'ai pas besoin de mec, je peux faire tout toute seule. De toute façon, les mecs sont toxiques. Hashtag toxic masculinity. Ok, bon. Let's get deep. Dans cet épisode, on va parler de la différence entre la masculinité et le virilisme, qui sont vraiment deux choses bien distinctes. On va expliquer pourquoi sociologiquement parlant, la masculinité est vraiment en crise. It's not just a thing. On va ensuite dive dans finalement le contre-coup de cette crise, c'est-à-dire la red pill, le mouvement incel, bref, un peu ce côté extrémiste chez les hommes perdus, pour enfin finir sur une note positive, sur ma vision de ce que pourrait être une masculinité positive pour tout le monde. Alright, let's go. Donc, déjà, reprenons les choses. On va faire un petit cours d'histoire. L'Antiquité, la Grèce antique. Dans son livre « Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes », Olivia Gazellet, qui est une philosophe, moi que j'adore, elle explique comment le virilisme, c'est en fait un mythe. C'est une construction sociale qui n'a rien à voir avec la masculinité. Juste pour rappel, la masculinité, c'est l'ensemble des caractères physiques propres au mâle, pour les animaux, et l'individu de sexe masculin chez les êtres humains. Alors que le virilisme, c'est différent, c'est le discours fondateur qui date de l'Antiquité et qui définit les qualités culturellement attribuées aux hommes, qui sont valorisées à un instant T. Et le problème avec le virilisme, c'est que, premièrement, c'est une idéologie qui pose la supériorité du sexe masculin sur le sexe féminin. Captain Obvious, là je vous apprends rien. En fait, en Grèce antique, la figure c'était Hercule de Farnèse. Hercule, il y avait donc tout ce culte des proportions, fallait être carré, musclé, grand, fort. Pour les Romains aussi. Et autant il fallait être hyper baraque, en même temps il fallait avoir une petite verge. Pourquoi la petite verge? Parce que l'homme qui a un petit sgeg, c'est qu'il a domestiqué ses pulsions sexuelles. Certes, il est musqué, il est équipé, il est puissant, et ça c'est très important, mais il se gouverne. Son pénis est dompté. Et il n'y a que les esclaves, les barbares et les femmes, d'où la supériorité des hommes sur les femmes, qui, elles, ne contrôlent pas leur appétit sexuel. Et il y a une chaîne sur YouTube qui est vraiment cool, qui s'appelle C'est une autre histoire, qui a un épisode qui s'intitule « Pourquoi les statues ont des petits pénis ?» si ça vous intéresse. C'est intéressant parce que en fait, les Romains et les Grecs, en fait, l'apparence physique, de l'apparence physique résulte le niveau d'intelligence. Et donc, quand on est beau, on est intelligent. Et du coup, quand les Grecs ils voulaient tailler les hommes, ils les représentaient laids avec un gros gag. Et du coup, pour les Romains, l'insulte, c'était pas petite bite. C'était grosse bite, en fait. Et ils représentaient, les Grecs, le dieu Piap, qui lui, en fait, est un dieu qui est resté coincé avec une éternelle érection, jamais satisfaite.
Il a du coup été renié par sa mère Aphrodite. Et puis, il a été moqué de tous les autres dieux grecs qui, eux, avaient un petit sgeg. Et ça a donné le mot priapisme, qui désigne en médecine la pathologie d'une érection provoquée, qui est provoquée et qui est prolongée dans le temps et qui est douloureuse, et qui n'a pas été causée par le désir ni l'acte, et qui n'aboutit pas à l'éjaculation. Ouch. Voilà, c'est cadeau, vous avez appris un nouveau mot. Et ce qui est drôle, c'est que par contre, vous l'aurez sûrement remarqué, mais dans les statues, les représentations grecques et romaines, en fait, les testicules, par contre, eux, sont de taille normale. Ce qui rend le pénis encore plus petit, en fait. Et pourquoi ? Parce que pour les Romains, c'est les testicules qui représentent vraiment la virilité. Et testicule vient de testis, un mot latin qui veut dire témoin. Les testicules témoignent de la virilité d'un homme. Voilà. Donc, le virilisme, c'est la supériorité des hommes sur les femmes. Mais, ce qui est encore plus pervers, c'est que c'est aussi la supériorité de certains hommes sur d'autres hommes. Donc, il n'y a pas que la misogynie qui est en jeu ici avec le virilisme. C'est les discriminations, le racisme, l'impérialisme découlent de ce même mythe de la vérité qui veut que certains hommes, un tout petit pourcentage d'hommes, qui sont considérés comme des surhommes ou les vrais hommes, peuvent discriminer, tuer, esclavagiser, I don't know if that's a word, whatever, les sous-hommes. Le grec par rapport au barbare, le colon par rapport à l'indigène, l'occidental blanc par rapport au noir ou à l'arabe. Et donc, Olivia Gazeli, elle explique que le virilisme, c'est pas être un homme, en fait. C'est des injonctions sociales à avoir des attributs valorisés à un instant T. Et les attributs qui sont valorisés, c'est, vous les connaissez sûrement, être fort, baraqué, musclé, barbu, grand, être combatif, avoir le sens du défi, être puissant. Et la puissance, en fait, elle est indexée sur le sexe. Le sexe est considéré comme l'indice majeur de la puissance tout court. En gros, dis-moi à quel point tu as eu de femmes et je te dirai à quel point tu es puissant. On remember Donald Trump qui disait « Ouais, moi je suis tellement puissant que les femmes, I grab them by the pussy. » Je les attrape par la toucha. Et ça c'est quoi ? C'est pas de la masculinité, comme moi je l'appelle, donc l'énergie masculine. Pour moi, ça, c'est de la masculinité performative. On est dans le virilisme, en fait. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme. C'est ce qui te rend le plus visible sur la marketplace qu'est le marché de l'amour aujourd'hui face au sexe opposé, face aux femmes, en fait. Et aujourd'hui, de plus en plus, on met l'emphase sur ce qu'on appelle, en biologie évolutive, les caractéristiques sexuelles dysmorphiques. En gros, c'est simple, c'est un phénomène biologique qui dit que les femmes, les mâles et les femelles, ils sont très différents, mais pas surtout. Et c'est sur les points où les hommes et les femmes sont drastiquement différents qu'on va insister. C'est cette différence-là qui va être encore plus obvious. Par exemple, chez les animaux, le paon, il est beaucoup plus coloré que la femelle. Et c'est pour qu'il soit beaucoup plus visible, beaucoup plus beau, pour pouvoir choper la plus bonasse, quoi. Et en gros, chez nous, pauvres êtres humains, c'est les mecs avec les gros pecs, la mâchoire carrée, tac, qui sont vraiment qui sont visibles de très loin par les femmes. Et pour les femmes, ce serait par exemple celles qui se font refaire les seins, genre méga gros boobs, BBL, injonction sur les lèvres, bref, tous ces caractéristiques féminines qui sont du coup exacerbées pour être vues par le sexe opposé. Mais le problème avec ça, avec ces caractéristiques sexuelles dysmorphiques qui ont tendance aujourd'hui à prendre encore plus d'ampleur, c'est que si toi, tu t'éloignes de ces caractères-là, en fait, ça devient difficile d'être vu par l'autre sexe. Quand tu t'éloignes juste un peu de ces signaux sexuels obvious, t'es invisible.
En tant qu'homme, t'es un lampadaire, un coquillage sur la plage. Vraiment du papier peint. Et ouais. Et le problème, c'est que la plupart des mecs sont dans cette catégorie d'hommes qui ont pas nécessairement des caractéristiques sexuelles dysmorphiques. Ils sont invisibles parce qu'en fait, on les considère dans cette société viriliste comme des bêtas. Et ouais, bêta. Guys, les dictates sont... Enfin, on parle des dictates féminins, mais il y a des vrais dictates pour les hommes aussi. Ok? En fait, c'est lose-lose. Qu'est-ce que sont les bêta males? Les hommes bêta, c'est... Dans le règne animal, je sais pas, c'est les vers de terre, quoi. Tu sais, t'as les lions, t'as les éléphants, je sais pas, t'as même les tortues, les grenouilles, puis t'as le ver de terre. Bah, ça, c'est un bêta mâle. C'est-à-dire que c'est un mec qui n'a aucune valeur sur le marché de l'amour. C'est un suiveur, c'est un mec soumis, insécure, faible, qui fuit le conflit. Bref, c'est une grosse victime. Contrairement aux hommes alpha. Alors, eux, c'est les boss. Donc c'est les leaders, mais un peu manipulateurs, pas du tout humbles, égo, ils prennent toute la place. Bref, c'est des gros yanches. Non, c'est pas vrai. Mais oui, enfin, en tout cas, c'est des strong personas. Et ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, on parle de l'homme Sigma. Je connaissais pas. Mais le problème, c'est que à Skip, l'homme Sigma, c'est un animal rare. C'est un animal en voie de disparition, alors que c'est justement ce qui se rapprochait le plus de ce que moi je considère vraiment l'énergie masculine être. Le Sigma male, c'est pas un follower, c'est un trendsetter. Tu vois, c'est le mec, il a de la personnalité, il suit pas les autres. Voilà, il a son propre style, il rejette les attentes des autres pour se focus sur son propre objectif, son propre purpose dans la vie. Il priorise pas le matériel comme l'homme alpha qui est dans la luxure et tout. Lui, il a pas besoin du luxe pour être confiant, bien dans ses pompes, pour être séduisant. Il se focus pas sur ses accomplissements monétaires, mais ses accomplissements immatériels, genre la connaissance, la créativité, prendre des risques, être heureux, quoi. Et puis, c'est des hommes plus discrets, contrairement aux hommes alpha qui sont caractéristiques sexuelles dysmorphiques, plus. Ils sont colorés, on les voit, ils veulent qu'on les voie, ils veulent prendre toute la place, quitte à écraser les autres. Les hommes Sigma, eux, ils ont pas besoin de approval, they like, sit down, bitch, be humble, tu vois. Et en fait, eux, si c'est des leaders, par l'exemple, en fait. On adore, mais où sont ces mecs? Moi, je pose la question. Et donc, faut vraiment pas faire l'amalgame entre virilisme et masculinité. D'ailleurs, masculinité éventuellement au pluriel, on peut décider qu'il y a plusieurs formes de masculinité différentes, alors que la virilité, c'est un idéal normatif construit, fait d'un certain nombre de codes esthétiques et moraux, qui est en fait une construction complètement discriminatoire et coercitive qui n'a juste pas changé depuis l'Antiquité. Et comme c'est un mythe, of course, le mythe ne sait pas qu'il est un mythe. Il se pense comme vérité universelle. Et donc, il se questionne pas. Il est ancré dans l'esprit collectif depuis la nuit des temps. Et du coup, aujourd'hui, pour qu'un homme questionne la vérité, c'est pas possible parce que ça procéderait de la nature quelque part. Sauf que, guys, vous êtes dans la merde en fait, parce que si t'es pas dans les canons de beauté, t'es pas viril, donc t'es pas un vrai homme. Parce que, tu vois, moi, mes potes, voilà, c'est pas... Ils sont ni beaux ni moches, il y en a certains qui sont en surpoids, ils mesurent pas tous 1m80, ils sont pas tous baraques, il y en a qui sont imberbes, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont des sous-hommes? That's why, guys. La masculinité est en crise et c'est ce qui ouvre la voie
à certaines personnalités qu'on entend beaucoup à dire ça, c'est un vrai homme. Mais on parlera de la red pill juste après, t'inquiète. Ce que j'ai envie de te faire comprendre là, c'est que la virilité, en fait, elle est tombée dans son propre piège. Un piège que l'homme, en voulant y enfermer la femme et la soumettre, il s'est tendu à lui-même finalement. So, le patriarcat, nobody's winning. Et du coup, ce devoir de virilisme, c'est devenu presque un fardeau. Je sens les hommes vraiment se perdre dans ce processus qui est finalement extrêmement coûteux. Donc s'émanciper du virilisme, c'est pour moi enfin pouvoir être dans sa vraie masculinité. Donc mettons le virilisme de côté, parce que moi c'est ça que j'appelle masculinité toxique en fait. Moi j'ai envie qu'on parle de la masculinité ou des masculinités qui sont des énergies qui sont belles et qui sont nécessaires. Et selon la journaliste et auteure Christine Amba, qui a écrit un livre qui s'appelle Rethinking Sex, a Provocation, Repensons le sexe, une provocation. Elle dit, ouais, c'est facile en fait de se focus sur ce petit pourcentage d'hommes qui sont top tier, qui se portent plus que bien. Mais la réalité démontre que la majorité des hommes, et surtout des jeunes hommes, they struggle. The struggle is real. Donc analysons maintenant pourquoi concrètement la masculinité est en crise. Plein de choses. D'abord, le marché du travail. Le marché du travail a changé et pas en faveur des hommes. La globalisation, la désindustrialisation, l'automatisation, le libre-échange, tout ça fait qu'aujourd'hui, ce qu'on valorise sur le marché, ce sont les diplômes, les soft skills et pas la force brute. Elle est plus valorisée, et à part peut-être dans le secteur industriel, mais même ce secteur-là, il a tendance à disparaître avec les années. Du coup, baisse d'emploi chez les hommes, et en particulier chez les jeunes hommes, my God, c'est dur à dire, chez les jeunes hommes de 25 à 34 ans. C'est eux qui ont plus drop out du marché du travail. Et c'est surprenant parce que normalement, 25 piges, t'es à ton prime en fait pour travailler. Il y a aussi le fait qu'on soit dans un temps de paix. Bon, certes, paix relative, toi-même tu sais, la Palestine, tout ça, le Congo, c'est la merde. Mais en tout cas, en Occident, on est dans un temps de paix où le besoin du coup physique a encore diminué et les hommes, ils ont moins de purpose, en fait. Et pour quote une fameuse citation de Ibn Khaldoun, que vous connaissez peut-être, il y a un peu de ce truc de « les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps prospères, les temps prospères créent des hommes faibles et les hommes faibles créent des temps difficiles. » Voilà. Et donc on observe un shift complet où là, les hommes vivent clairement une crise du chômage, mais de l'éducation aussi. Et donc le deuxième point, c'est les hommes sont de moins en moins éduqués. Et pendant ce temps-là, nous les femmes, on a pris de l'avance à donf à l'école, au niveau du travail. Et du coup, ça met de plus en plus à mal le modèle un peu tradit du pourvoyeur, de l'homme qui ramène le pain, en fait, à la maison, qui est longtemps ancré dans notre conception de la masculinité. Et aujourd'hui, pour 100 femmes qui sont diplômées, il n'y en a que 74 qui le sont chez les hommes. Et les hommes représentent plus de 70% de la baisse globale des inscriptions à la fac. Et selon une enquête du TD America Trade, donc qui date de 2023, c'est un centre de recherche assez connu, près de 50% des femmes gagnent plus ou autant que leur partenaire. Ce qui est un énorme bond par rapport à 1960 où il y avait seulement 4% des meufs qui avaient le même salaire ou plus que leur partenaire. Du coup, pour les hommes, les salaires stagnent. Surtout les mecs qui viennent de la working class. Et du coup, les salaires stagnent, plus de chômage, moins d'éducation. Forcément, ça a des répercussions sur la vie amoureuse. Du coup, troisième shift, la dating life. Oh là là. Bon, il faut en parler. C'est réel, il faut en parler. Ok. Selon un article de la revue scientifique Psychology Today, qui a fait sans sas,
il soulignait que les possibilités de rencontre pour les hommes hétérosexuels diminuent à mesure que les standards en matière de relations augmentent. Pourquoi? Parce que les meufs, on a plus de standards, parce que on gagne autant, voire plus, parce qu'on a plus d'éducation, et que il y a ce truc de une meuf, elle veut un mec au moins équivalent, voire supérieur à elle. C'est ce qu'on appelle en psychologie évolutive et dans les sciences sociales l'hypergamie. Vous en avez peut-être entendu parler, notamment si vous suivez un peu la Red Pill, tout ça. C'est le fait pour une femme de vouloir un mec qui a un statut social, une éducation, une situation financière plus élevée que la sienne. Et ça, ça déstabilise beaucoup le monde du dating en ce moment. Selon une stat Tinder, 80% des hommes en bas de l'échelle sont en concurrence pour les 20% des femmes en bas de l'échelle. Alors que 80% des femmes en haut de l'échelle sont en concurrence pour les 20% d'hommes en haut de l'échelle. Ça veut dire que si t'es une meuf fraîche et que t'es célibataire, que t'as un bon taf, que voilà, t'es dans ta bad bitch era, y a 20% des hommes qui peuvent suivre. Pour 80% des meufs. Donc en fait, la concu, c'est réel en fait. Et donc, tu vois, moi je dis tout le temps, ouais, dater et tout, machin, c'est trop dur et tout, flemme, machin et tout ça. Puis les mecs, voilà, pas ouf. Et en vrai, c'est réel. Les chiffres concordent. C'est pas juste, female science, tu vois. C'est réel. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, du coup, les femmes très performantes, elles sont de plus en plus nombreuses et elles sont toutes en concurrence avec une cohorte décroissante de mecs très performants. Et ça, c'est ni bon pour les hommes, ni pour les femmes, parce que les femmes, elles veulent faire leur vie avec un homme qu'elles respectent et qu'elles admirent. Sorry, not sorry, mais j'ai besoin de respecter et d'admirer mon mec. Et je pense que mon mec a besoin de savoir que je l'admire et que, limite, je le mette sur un piédestal. Et nous, en tant que meuf, on n'a pas envie de faire un choix par défaut. En fait. C'est pour ça qu'on reste célib. Parce que, en fait, c'est pas à nous d'arrêter de s'éduquer ou de gagner moins d'argent. C'est pas ce que je dis, of course. C'est pas non plus à nous de faire un choix par défaut et d'aller vers un mec qui a pas les compétences ou les qualités qu'on attend. Ça marche pas en fait. Et comme aujourd'hui les femmes elles dépendent plus du mariage comme moyen d'accéder à la sécurité financière ou même à la maternité. Enfin, je veux dire, aujourd'hui il y a tellement de femmes qui décident de fonder une famille par elles-mêmes avec les techniques de reproduction, tout ça. Ce qui moi me pose des questions par rapport au fait d'élever des enfants sans figure paternelle, et ça je pense que c'est un problème et ça crée des hommes qui du coup sont perdus dans leur masculinité, mais bref, peut-être que j'en parlerai plus tard. Du coup les femmes sont de plus en plus sélectives et du coup augmentation de jeunes hommes célibataires et solitaires. C'est pas ouf. Mais selon encore Tinder, 54% des femmes disent galérer pour trouver un partenaire masculin qui imite leurs standards. Et franchement, moi, je suis la première à le dire. Donc là-dessus, voilà. Et en plus, moi, je suis même pas sur les applis. Donc faire des rencontres dans la vraie vie, my God, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Ça, c'est encore un sujet il faut vraiment qu'on en parle. Mais du coup, la dating life, c'est la hesse absolue. Et du coup, si les mecs, là, ils osent pas trop aborder dans la vraie vie parce que féminisme 2.0, parce que, pareil, ils sont dans leur féminin, pas dans leur masculin, bref, tout va mal. Du coup, les mecs, ils préfèrent le confort de l'écran pour pas se prendre de vrais râteaux parce que, les mecs, ils en ont marre, voilà. Tu sais, manque de cran, manque de courage, tout ça, plus de choix sur Tinder de toute façon. Puis à un moment donné, ils se font rejeter via les réseaux, alors qu'ils pensaient avoir le choix, mais voilà, ils se rendent bien compte qu'à un moment donné, ça les rend juste plus frustrés et plus seuls. Et puis après, c'est quoi? C'est, de toute façon, les meufs, vous êtes toutes des michtos.
Vous voulez que des mecs riches, baraques et tout. Voilà, on en est là. Pas ouf. Vraiment pas ouf. Et là, je parle même pas en termes de santé, enfin, changement des 70 dernières années, la contraception, l'avènement de la pilule, aujourd'hui, c'est génial, hein, c'est génial, mais je veux dire, juste aujourd'hui, le prix du sexe, il a complètement chuté, diminué. Euh, voilà, les progrès technologiques. Aujourd'hui, on débat le genre aussi. On peut transitionner plus facilement d'un genre à l'autre. On fait la différence entre le sexe biologique et le genre, tout ça. Et les gens sont un peu perdus. Parce que symboliquement, culturellement, on sait plus trop ce que ça veut dire que d'être une femme et qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme. Je dis pas que c'est bon ou que c'est mauvais. Je fais vraiment juste un constat. Et je dis, on est perdu. Par contre, en termes de santé, là, le constat, il est sans appel. 3 hommes sur 4 sont des hommes qui meurent par désespoir. Donc, dans les morts par désespoir, il y a 75% d'hommes. Et les morts par désespoir, c'est suicide, abus d'alcool, drug overdose. Donc, les hommes ne gagnent pas non plus dans ce patriarcat. Enfin, je veux dire, la durée de vie des hommes, elle diminue. Et du coup, le travail qui a changé, l'éducation qui a baissé, la dating life qui est cata, c'est juste pas poste. La santé, n'en parlons pas. Tous ces éléments additionnés font qu'aujourd'hui, la société est complètement déstabilisée. Il y a un shift dans les rôles traditionnels qu'on attribuait dans les relations intersexuelles. Et perso, je vais donner mon avis. Is that really a bad thing? Les rôles? Moi, je trouve pas, en fait. Je trouve que les rôles, c'est pas une mauvaise chose. Ça peut être sain, ça peut être fait naturellement, en fait. C'est comme dans un groupe, je veux dire, au travail, on a des rôles et ça choque personne. Dans nos groupes de potes, on a tous un rôle et c'est cool, en fait. C'est la beauté du truc. Moi, je sais que dans mes groupes de potes, j'ai un groupe de potes, on est 6. Je sais qu'il y en a une qui, franchement, si on part en vacances, c'est elle qui book le train, c'est elle qui book l'avion, le Airbnb, et on l'adore de faire ça. On est tellement content et reconnaissant qu'elle le fasse parce que du coup, on n'a pas besoin de s'en occuper. Et je sais que moi, je suis la meuf qui va proposer des vibes, qui va connaître les petits restos pépites, les petits events, qui va proposer les soirées avec tel DJ, machin. Et je pense que mes potes sont contents que j'ai ce rôle-là. Et du coup, on est tous un peu complémentaires et c'est ce qui fait la beauté du groupe de potes. Ou peu importe le groupe, finalement, ça peut être dans un sport, dans une équipe, en fait, chacun a un rôle. Et du coup, on veut complètement diaboliser les rôles dans les couples hétéros et diaboliser ce mot, alors que franchement, intrinsèquement, biologiquement, les mâles et les femelles, les hommes et les femmes, enfin, je veux dire, ils ont, pour moi, naturellement des rôles distincts, mais complémentaires. Aucunement supérieurs les uns par rapport aux autres, juste nécessaires pour former un tout. Voilà, ça, it's my tea. Mais si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi en commentaire, venez sur Instagram, on discute, je suis super ouverte là-dessus, pas de soucis. Et du coup, moi, ce que je ressens, c'est que les hommes, ils sont en rejet du féminisme qu'ils appellent 2.0 parce que ils attendent que les femmes acceptent leur part de masculin. Ils ont envie de prendre des décisions, ils ont envie de l'idée, et s'ils ne sont pas capables de le faire, si la femme leur laisse pas la place de le faire, ils se sentent inutiles. Et aujourd'hui, moi, mes potes, tout ce qu'ils me disent, c'est ouais, j'ai l'impression que les femmes, elles veulent prendre notre rôle. Ouais. Du coup, un homme qui n'a pas de rôle, il se sent inutile. Et quand il se sent inutile, il démissionne. En économie, on appelle ça les NEETs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est un acronyme anglais qui veut dire Not in Education, Employment or Training. En gros, jeune ni en études, ni en emploi, ni en formation.
Et selon l'INSEE, au dernier trimestre 2022, la France comptait 12,5% de NEET, soit 1,5 million de jeunes. C'est ouf. C'est ouf. Moi, ça me choque. Des jeunes, enfin les jeunes, enfin c'est la cata quoi. Et ils sont où du coup ces gens, ces mecs? Bah sur Internet. Ils sont sur Internet, dans des groupes de discussion masculinistes, en disant à quel point ils sont insatisfaits de la vie et qu'ils détestent les meufs. Il y en a qui jouent aux jeux vidéo, il y en a beaucoup qui préfèrent le gaming au vrai monde, ce qui est compréhensible. Hein, moi je les comprends parce que bah, les jeux vidéo leur permettent en fait d'atteindre des goals, d'avoir un sens d'accomplissement, de succès, ce qui n'est pas aussi visible dans leur vraie vie. Il y en a qui sont sur les sites porno, parce que le porno aujourd'hui remplace les vraies rencontres amoureuses et les relations sexuelles que je considère saines. Et du coup, bah, comme les hommes, ils savent plus trop quel rôle d'homme, voilà, bah, ils se tournent voilà, vers gaming, porno, ils deviennent cyniques et du coup toxiques, quoi. Parce qu'en gros, ils copent avec ce problème avec des solutions qui sont malsaines. Et du coup, au lieu d'avoir... en fait, au lieu de trouver des tunnels par lesquels leur testostérone, leur puissance, tout ça, leur sex drive peut être pro-social et faire du bien à la société, et ben du coup, ça part dans des trucs complètement malsaines. En fait, il y a David Goggins qui dit quand tu te fais la guerre, tu trouves beaucoup de paix. Ça veut dire qu'à l'intérieur de plein d'hommes, il y a un désir de passer à l'action. Tu vois, il y a un momentum pour l'action, à faire des choses, à conquérir. Mais il se pose la question de mais que reste-t-il à conquérir en fait? À part toi-même. Et du coup, ben, il faut se conquérir soi-même euh, pour finalement se révéler et vraiment être un homme et se sentir utile dans la société. Et le problème avec le porno et les jeux vidéo, tout ça, c'est que ça met les hommes dans un état un peu de sédation. Is that a word? Bref, ils sont un peu, voilà, sédatifs, quoi. Et du coup, c'est juste assez confortable pour pas qu'ils aillent dans la vraie vie et qu'ils prennent des risques et qu'ils se battent et qu'ils se conquérissent eux-mêmes. Mais en même temps, c'est assez inconfortable pour qu'ils se sentent pas épanouis et qu'ils se renferment toujours un peu plus sur eux-mêmes, en fait. Et du coup, les hommes, ils savent pas trop, en fait. J'ai l'impression qu'ils sont frustrés parce qu'ils savent plus quels sont les archétypes, les valeurs, les vertus sur lesquelles ils doivent se baser. Qu'est-ce qui est plus grand qu'eux, en fait. Ils sont un peu frustrés parce qu'ils ont l'impression qu'aujourd'hui, ils doivent payer des péchés de leur père, de leur grand-père ou de leur arrière-grand-père, alors que, bon, voilà, ils ont rien à voir avec tout ça. Et du coup, les hommes aujourd'hui qui se sentent inutiles, qui se renferment sur eux-mêmes, qui sont chez eux plutôt que d'être dehors, à prendre des risques, à monter des sociétés, à rencontrer des meufs dans la vraie vie, tout ça, ils protègent leur identité de plus en plus. En fait, le truc c'est que selon la théorie de l'identité sociale, plus on attaque ce que tu es en fait, plus on attaque ton identité, plus elle est calomniée en public, plus tu réagis en défendant le truc de manière intense. Du coup, ta masculinité est remise en question, bam, du coup, tu agis de manière encore plus masculine, plus agressive, plus stéréotypée. Et du coup, ben, on est, du coup, petit à petit dans une masculinité qui se définit uniquement en opposition aux femmes, ou aux acquis du féminisme, plutôt. Et pour moi, ça, c'est pas vraiment une feuille de route qu'on peut tenir pour l'avenir de l'homme.
Euh, Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui suivent des mecs qui sont complètement toxiques pour le coup. Et du coup, on en vient à, à ce que j'appelle les menfluencers, la red pill, tout ça. Et en vrai, j'ai l'impression que les mecs sont devenus bizarres. Les incels, tout ça, ça a attiré mon attention parce que bah, c'est des mecs, t'as l'impression, à première vue, qui s'apitoient sur leur sort et qui s'en prennent aux femmes et tout, comme quoi les femmes leur ont fait du tort, etc., etc. Mais sauf que je me dis, s'il y a une montée en puissance de ces influenceurs hommes, ces manfluencers, comme Jordan Peterson, Joe Rogan, y a qui d'autre? Comment il s'appelle l'autre? Andrew Tate, évidemment. Il faut y prêter attention, ça veut dire quelque chose en fait de la société, on peut pas l'ignorer. Et en fait, ce que ces influencers ils font, c'est que ils ont de l'empathie. En fait, ils ressentent le struggle des mecs et puis ils sont là à leur proposer des solutions hyper basiques, hyper straightforward, en leur disant, ben, clean your room. Ça a l'air basique, ton père te l'aurait dit, mais en fait, comme peut-être que la société, les mecs, les jeunes manquent de figures paternelles et de mentors, ben, ces influencers ont pris la place et apprennent, inspirent ces hommes à faire des choses, en fait, pour être des meilleurs hommes. Donc, en fait, il n'y a pas que du mauvais, puisqu'ils vont leur dire, bah, fais une diète, va à la salle, workout, travaille une compétence, sors de chez toi, get out of your couch or your bed, sois bon à un skill, trouve une job, vas-y, sors de ton tel, va parler à cette meuf qui te plaît, genre, sors-toi les doigts. Et du coup, il y a du positif, c'est juste que le problème, c'est que il y en a qui en arrivent à dénigrer, ça se transforme en misogynie, quoi. Il y en a qui en arrivent à dénigrer les femmes. Et ça, je trouve que c'est la conséquence. C'est juste isoler de plus en plus les hommes des femmes. Et si on se fait la guerre, en fait, personne gagne. Personne gagne. Je pense que le problème là-dedans, c'est que si cette masculinité toxique, si cette sphère-là de red pill, black pill, incel, appelle ça comme tu veux, prend de l'ampleur, j'ai peur que, en fait, entre hommes et femmes, on ne se parle même plus, en fait. Qu'il n'y ait que de la violence et de la rancœur et voilà, de la détestation. Et du coup, j'ai envie de finir, moi, cet épisode en promouvant une vision plus positive de la masculinité. Si on veut aider les hommes, il faut leur parler en fait. Il faut arrêter de dire ouais non mais de toute façon vous êtes tous toxiques. Je pense qu'il faut leur dire ok genre comment tu peux être mieux en fait, une meilleure personne. Et je pense que c'est important d'avoir des modèles, un cadre, des figures paternelles, surtout chez les jeunes. En fait, je pense qu'on a besoin d'une norme. On a besoin d'un cadre, malheureusement. On essaye de tout déconstruire et ça, je trouve que c'est délétère parce qu'on a tous besoin d'une basic norm, une feuille de route qu'on nous apprend quand on est jeune. Et puis, à partir de là, on prend une route, on fait des virages. Bref, on devient notre propre et unique personne. Mais il faut une baseline, il faut qu'on parle le même langage. Parce que juste dire aux gens, non, mais sois une bonne personne, bah, ça veut rien dire en fait. C'est quoi être une bonne personne? Je pense que on est homme et femme, mais on grandit pour devenir un homme euh, dans son masculin et une femme dans son féminin, quoi. Je trouve qu'il y a une sorte de responsabilisation. Il faut décider de vouloir travailler sur soi. Il faut passer à l'action pour être a better man et aussi une meilleure femme. Et du coup, si toi, tu te sens comme étant un homme bien dans ses pompes, qui est bien dans sa masculinité, bah, apprends aux jeunes à être un homme bon. Prends des jeunes sous ton aile, enfin, faut donner au suivant, puis, je sais pas, je trouve que c'est trop important chez les garçons d'avoir une figure paternelle
Que ça soit un père, que ça soit un coach, que ça soit un prof, que ça soit un boss, bref, on s'en fout. Mais je pense que un bon point de départ consisterait pour les hommes à acquérir des compétences et à vouloir les utiliser à bon escient, c'est-à-dire défendre, protéger les autres. Moi, ma définition de la masculinité, de ce que c'est qu'un homme, je dirais que c'est deux choses. C'est la colonne vertébrale et les couilles. C'est-à-dire que on veut un homme sur qui on peut se reposer, à qui on peut faire confiance, qui peut nous protéger, provide, qui est fort en fait, mais pas nécessairement physiquement, juste qui est solide sur ses appuis en fait et qui est capable de prendre soin, l'idée. Et les couilles, c'est le courage, c'est-à-dire prendre des risques, aller parler à la meuf en vrai, prendre un risque, pas se cacher derrière des excuses tout le temps. Je pense que redéfinir la masculinité, c'est une chose nécessaire. Et quand je vous ai posé la question de qu'est-ce que c'était que la masculinité pour vous, j'ai eu plein de réponses qui étaient vraiment hyper symboliques pour moi. Que ça soit homme ou femme, vous m'avez répondu avoir de la vision, de l'ambition, quelqu'un en qui on peut faire confiance, sur qui tu peux te reposer, te laisser guider en fait, parce que tu sais qu'elle est solide, qu'elle a les épaules. Vous m'avez dit aussi la masculinité, ça m'évoque la protection, la force, la prise de décision, le courage. Il y a une réponse d'un abonné qui était très sympa, tout en contraste, et ça rejoint mon épisode de la semaine dernière sur les énergies féminines et masculines. Cette personne, elle m'a dit une force de caractère avec une pointe de sensibilité. Donc voilà, je sais pas si ça vous inspire. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie que on laisse de la place au masculin dans ce monde. Je pense que l'ascension féminine, elle veut pas d'un monde sans hommes. Et que si un sexe perd, les deux sexes perdent. Voilà, j'espère que tout ça fait sens pour toi. Si t'es pas d'accord, évidemment, c'est ok. Viens, on en parle sur les réseaux, avec grand plaisir. On débat, on partage nos expériences. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau thème que j'ai pas encore décidé, mais là, j'ai plein d'idées. On se laisse là-dessus. Take it easy, guys. Et surtout, trust le process.